Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je reçois François Guéant, directeur délégué aux affaires juridiques du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. François, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien Audrey, merci. Est-ce que je n'ai pas écorché ton titre du coup ? Non, tout va bien, c'est bien ça, c'est Coupe du Monde de rugby France 2023. C'est son nom officiel. Alors, parfait. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es à nos auditeurs aujourd'hui ? Alors, je suis donc juriste de formation et de profession. J'ai un parcours, somme toute, assez classique au départ pour un juriste. J'ai une maîtrise de droit des affaires effectuée à Assas. Donc, la maîtrise maintenant, c'est le master pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et un DESS de fiscalité de l'entreprise effectué à Dauphine. Ok. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours Alors, aussi voilà, suite à ce DESS de fiscalité d'entreprise, j'ai directement intégré un cabinet d'avocats qui s'appelle toujours le bureau Francis Lefebvre. Maintenant, c'est CMS oui. Bureau Francis Lefebvre pour exercer dans le domaine assez particulier, spécialisé de la fiscalité locale, en fait. Donc, très spécifique. Très spécifique. La fiscalité locale, pour te donner des exemples, c'est la taxe foncière, la taxe professionnelle, la taxe professionnelle, ou encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont j'ai été longtemps un grand spécialiste. Comme quoi la fiscalité mène à tout. Parallèlement, j'ai au sein du cabinet Francis Lefebvre, donc j'ai passé mon CAPA pour être avocat. Pour exercer pleinement ce métier. Donc j'ai été chez Francis Lefebvre pendant 5 ans. C'était très intéressant parce que tout de suite, quand tu es spécialiste d'un sujet, tu le maîtrises. Tu peux l'exercer en plénitude, en écrivant des articles, en donnant des cours. Mais j'ai eu l'opportunité à un moment donné de passer de l'autre côté du miroir de la fiscalité, c'est-à-dire de rejoindre un cabinet ministériel en tant que conseiller fiscal et finances locales. D'accord, très différent quand même. Très différent. Alors, à la fois, on reste dans son corps de métier de spécialiste de la fiscalité locale, et en même temps, c'est vrai qu'on est plus de l'autre côté du miroir en ce qu'on fait de la légistique, qu'on travaille les textes pour arriver à faire avancer en l'occurrence la fiscalité locale, et j'étais en particulier sur le sujet de la suppression de la taxe professionnelle qui était un impôt assez inique, et donc on m'a missionné pour scier la branche sur laquelle je vivais précédemment. Ce qui est un peu particulier, mais c'est la beauté de ce type de mission, d'arriver à se dire que on va rendre service aux concitoyens en allégeant un fardeau fiscal, puisque c'était une taxe qui était assise uniquement sur les équipements et le matériel de l'entreprise sans tenir compte de sa valeur ajoutée, donc ce qui était assez compliqué. Suite à ça, donc ça a duré 4-5 ans, c'était passionnant, avec il faut prendre en compte toute une série de sujets, pas seulement techniques, mais aussi d'ordre plus politique, comment les réformes vont impacter à la fois les collectivités locales et les concitoyens. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de passer un cap en étant directeur de cabinet de ce qu'on appelle aujourd'hui CCI France. C'était l'Assemblée des CCI, des chambres de commerce et d'industrie, au moment là encore d'une grosse réforme, puisqu'il s'agissait de réduire la voilure des chambres de commerce, de réduire leur nombre et de réduire leur budget. Donc c'était un travail passionnant en tant que directeur de cabinet, à la fois là encore avec un volet de travail des textes de loi, de lobbying parlementaire, et puis un volet aussi plus politique où il fallait réussir à faire passer une réforme, là où certains, évidemment, présidents de chambre n'étaient pas forcément d'accord. Donc ça, c'était un vrai beau sujet pendant 3 ans. L'avocature me manquait. J'ai donc décidé de monter un cabinet d'avocats qui a en droit des affaires et fiscalité pendant à peu près 7 ans. En parallèle de quoi, ça c'est amusant et intéressant, j'ai souhaité reprendre mes études et j'ai fait un exécutif MBA à HEC
Donc c'est un vrai jeu d'équilibriste, mais une reprise d'études passionnantes pour arriver à tenir à la fois ton cabinet et à la fois reprendre des études avec la bonne dose d'humilité que ça nécessite. Mais je m'étais dit que c'était un bon moment pour le faire, hein. On a une 40aine d'années, on y va. Pourquoi ? Pour justement se remettre à jour de tout ce qu'on a pu apprendre et de la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, le monde des affaires et la manière dont on perçoit les choses, la manière dont les technologies évoluent, la manière dont le droit évolue aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose à faire. À refaire, pour moi, c'est un petit peu difficile, mais je pense que ça sera de plus en plus le parcours professionnel de tout à chacun, de se dire que à un moment donné, on se remet dans le bain, on se remet au goût du jour et on voit comment le monde a évolué depuis qu'on a fait ses premières études. Ça, c'est quelque chose. Enfin, je me permets de t'interrompre sur le sujet. C'est que je rencontre beaucoup de directeurs juridiques, directeurs fiscaux, en effet d'avocats qui reprennent des études qui durent parfois quand même, c'est 1 an et demi, 2 ans à peu près. C'est 2 ans, oui. 2 ans, oui. En cours du soir, il faut rendre quand même des devoirs. Du coup, il y a la thèse, enfin la thèse du coup à la fin à rendre. Enfin, c'est quand même très courageux, d'autant que la plupart, vous avez quand même une vie aussi en plus du coup à gérer, professionnelle et personnelle plus reprise d'études. Et c'est quand même très courageux de se dire, je reprends des études, je me remets dedans. Ça fait quand même des années que j'y. C'est courageux et c'est un apport, un bain de jouvence parce qu'on apprend d'abord avec les autres. Hein, c'est des cursus qui sont souvent tournés vers l'international où on apprend, on est mixé avec des multitudes d'étudiants d'autres pays. Hein. Je crois qu'on avait une trentaine de nationalités dans notre track. Et ça, c'est passionnant parce qu'on apprend à travailler avec des gens qui sont complètement différents. Et puis, on apprend à travailler des choses complètement différentes. Et ça, c'est un point essentiel pour la suite, je pense, de mon parcours professionnel. C'est que on apprend ce que sont les autres métiers en profondeur, en travaillant avec des gens qui ont déjà cette expérience. Et du coup, ça permet d'être plus malléable et d'avoir une forte capacité d'adaptation quand on est confronté à un de ces sujets complémentaires, mais qui n'est pas votre premier sujet. Donc ça, j'en suis vraiment très content. Et encore aujourd'hui, et avec la Coupe du Monde, j'ai pu valoriser cette expérience, j'ai pu valoriser le fait de pouvoir comprendre mieux ce que c'est qu'un directeur marketing, ce que c'est qu'un directeur financier, pour pouvoir travailler avec eux et de façon très complémentaire. Ok. Et du coup, la Coupe du Monde, ça vient juste après ou il y a eu encore une étape alors ? La Coupe du Monde, ça vient juste après. Et alors, comment tu t'es retrouvé à travailler pour la Coupe du Monde ? Voilà, 7 ans de cabinet, je travaillais avec des anciens collègues de chez Lefebvre, j'étais assez satisfait de la manière dont ça se passait, mais c'est vrai que cette opportunité est arrivée. J'ai une collègue d'HEC qui m'a dit, écoute, Coupe du Monde, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a peut-être un besoin de quelqu'un d'assez solide sur le sujet. Est-ce que ça t'intéresserait ? Alors je tends l'oreille, mon fils joue au rugby à la CBB, forte pression du coup, et c'est vrai que de fil en aiguille, au fur et à mesure de mon parcours professionnel et aussi associatif, j'ai pu rencontrer des personnalités du monde du sport. J'ai pu rencontrer Jean-Marc Mormec, grand champion de boxe, Basile Boli, Serge Blanco, Bernard Laporte. Du coup, appétence à aller vers ce monde sportif et du rugby. Et j'ai candidaté, postulé. J'en ai parlé avec Bernard Laporte à l'époque et c'était banco. Il y avait déjà quelqu'un en tant que directeur juridique. D'accord. Et il m'a dit, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un sur le GIE. GIE, c'est une structure complémentaire au GIP, qui s'occupait plus particulièrement en fait de tout ce qui était hospitalité et voyage de la Coupe du Monde, et je suis rentré par cette porte-là comme responsable juridique du. D'accord. Voilà. Ok. Alors, comme tu le dis, il y avait déjà une appétence pour le rugby a priori au niveau familial. Alors, je me permets pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça avec François, on s'était jamais vus, et c'est vrai que tu avais la casquette et le polo du coup de la Coupe du Monde, et aujourd'hui devant moi aussi. Donc alors on est brandé Coupe du Monde en ce moment, on est dans la Coupe du Monde, du coup on a c'est un uniforme obligatoire du coup. Oui, on a des jours où c'est obligatoire, et puis c'est vrai que c'est le moyen de promouvoir ce magnifique événement. Et c'est vrai que quand je pars le matin comme ça de la maison,
Voilà, T'es en mode, les garçons Coupe du Monde. sont super contents de voir voilà, papa préparer la Coupe du Monde de rugby du point de vue juridique. Et une fierté du coup. Ouais, tout à fait. Ça, c'est normal, agréable de du voir coup. que les garçons savent ce que c'est, le voient à la télé, et c'est sympa parce que justement, c'est un événement qui est positif. Ça, ça a Oui. été un élément important dans mon choix, dans ma décision de se dire, waouh, c'est un très bel événement. Voilà, t'as déjà fait de la fiscalité, t'as fait du droit des affaires, mais là, tu vas le déployer sur un événement mondial et à forte valeur positive, et ça c'était vraiment important. Et du coup, donc tu es arrivé sur la partie hospitality, comme tu le disais. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé? Quelles ont été tes missions? Alors, le GIE commençait tout juste à se structurer, donc il y a à peu près 4 ans. Hein. Faut savoir qu'une Coupe du Monde, c'est une préparation de 5 ans à peu près au total, depuis l'attribution jusqu'à la livraison de l'événement. Et ce qui m'a été demandé, c'est de structurer donc d'abord la session de droit depuis la Fédération internationale World Rugby jusqu'au GIE. D'accord. Puis donc 2 axes de travail qui sont le montage de tout ce qui est ce qu'on appelle le travel, c'est les personnes qui voyagent à travers le monde pour s'offrir une Coupe du Monde. Je suis australien, je vais me servir de cet outil-là pour pouvoir passer 2 semaines en France et vivre ma passion. Donc avec tout un schéma de Master Travel Licensee, tout ce qui est ce qu'on appelle les OTA, qui sont des Official Travel Agency, etc. Le tout à travers le monde. Ça, c'était un premier axe de travail. Et le deuxième axe de travail de ce qu'est un GIE, Hospitalité et Travel, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est qu'on reçoit des personnes qui ont acheté des billets dans des loges et des salons pour qu'ils vivent une expérience encore plus unique que celle des spectateurs de droit commun. Et là, il fallait à la fois monter les schémas de commercialisation à travers toute la France pour chaque stade, et également les schémas de production, puisque on produit des hospitalités, on produit de la valeur ajoutée sur l'événement avec des repas, un savoir-faire, un art de vivre à la française, et des grands chefs aussi, puisque on a le 15 de la gastronomie avec plein de grands chefs qui viennent nous épauler sur ces sujets-là. Ok, mais c'est intéressant parce que dans peut-être le commun des mortels se disent du coup Coupe du Monde de rugby, droit de sport, mais en fait non, c'est le droit des affaires. Alors, droit commercial. Oui, alors la Coupe du Monde du rugby, c'est du droit du sport, mais finalement, le droit du sport, c'est quoi? Parfois, j'ai des jeunes qui viennent me voir en disant je voudrais faire du droit du sport, etc. Attention, le droit du sport, c'est des affaires au final. D'abord, il y a une grosse partie de droit des affaires, de droit commercial, où en effet, il faut savoir structurer une société, il faut savoir structurer une chaîne de vente, il faut savoir écrire des conditions générales de vente. Et après, le droit du sport, il vient plus sur finalement la fédération internationale qui va s'occuper des sportifs, des problématiques de dopage, ce genre de choses, d'arbitrage sportif. Donc le droit du sport purement sportif, il vient, mais à la marge par rapport à l'ensemble de l'organisation. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tes missions, elles ont changé? Comment ça a changé depuis ton arrivée du coup Alors aujourd'hui, les missions ont changé parce que mon poste a évolué. Après d'être responsable juridique du GIE, je suis devenu directeur délégué adjoint du GIP. le GIP, pardon, tu peux nous redire le groupement d'intérêt public, parce qu'en fait le comité d'organisation de la Coupe du Monde est structuré en un groupement d'intérêt public au principal. C'est-à-dire que tu as grosso modo 62% du capital entre guillemets de départ de ce groupement d'intérêt public qui appartient à la Fédération française de rugby, 37% qui appartient à l'État en fait, et 1% au CNOSF, au Comité olympique. D'accord. Voilà, ça a permis d'asseoir la solidité à la fois structurelle et financière du projet auprès de la Fédération internationale du rugby lors de la candidature de la France, et puis ça permet aussi de pouvoir suivre attentivement ce qui s'y passe, et pour l'État et pour la ministre des Sports, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc je suis arrivé comme finalement directeur délégué de l'ensemble du groupement, qui est à la fois structuré de ce GIP, du GIE dont on vient de parler. D'accord. Il y a aussi un fonds de dotation qui permet de faire des œuvres plus caritatives auprès des clubs de France et de Navarre. Et on a aussi une particularité, c'est qu'on a un CFA. D'accord. C'est un centre de formation des apprentis d'entreprise, donc du GIP,
hors les murs parce que les cours sont donnés hors les murs et depuis 3 ans, des jeunes se forment au métier de l'événementiel sportif à travers toute la France. Ils sont mis à disposition des clubs et aujourd'hui ils sont déployés lors de la compétition avec tout leur savoir-faire et ils obtiennent leur diplôme dans les jours prochains en fait. Et ça aussi c'est une de nos grandes fiertés, c'est qu'il y a 1500 jeunes qui ont pu être formés à ces métiers-là. Donc c'est un vrai c'est un projet qui a du sens et je pense que c'était important aussi pour moi en termes de durabilité que ce projet fasse sens à divers égards. Ok. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est à la fois hospitalité et travel. Oui, on continue à travailler avec le GIE. Et puis, c'est tout le reste. Alors, tout le reste, c'est beaucoup. Ça peut être d'abord des marchés publics. C'est vrai que comme c'est un GIP, on est soumis en grande partie au marché public et c'est un vrai jeu d'équilibriste parce que l'événementiel sportif est pas forcément habitué à travailler avec. Et sous le régime des marchés publics, on a passé plus de 150 marchés publics depuis le début de l'organisation de la compétition. Un gros travail de ce côté-là, avec tout ce que ça a de contraignant, alors que tu es soumis à l'urgence, tu dois avoir des délais, tu dois respecter des mises en concurrence, etc. Donc c'est un beau sujet. On a tout le volet aussi de droit de sponsoring, travail des contrats. On a plus de 37 sponsors où il a fallu à chaque fois travailler des contrats de sponsoring, donner des activations marketing, réfléchir aux contreparties. Ça a été passionnant. Aujourd'hui, la suite logique, c'est le travail de ce qu'on appelle le Right Protection Programme, où on protège à la fois nos marques et les droits des partenaires pendant la compétition pour éviter les questions d'embauche marketing, par exemple. On a tout ce qui est droit de la billetterie, de la consommation, avec le travail des conditions générales de vente qui varient en fonction des billets, des types de billets, que ça soit de l'hospitalité, que ça soit du billet de telle catégorie, que ça soit... Donc ça, c'est très varié. On a également des contrats à tout venant qui peuvent être de droit privé dans certains cas. Il y a tout le volet en tant que... je fais un peu de droit social auprès de la DRH. Il y a également un axe pénal parce qu'il y a des sujets de revente illicite de billets, d'arnaques en tout genre. Ça touche vraiment des sujets. C'est ça qui est formidable, de droit des sociétés, et je suis aussi DPO à mes heures perdues. Voilà, pour venir compléter un petit peu tout ce panel de questions. Voilà, et travailler la RGPD avec joie et bonne humeur. D'accord, ok. Mais donc c'est très complet. C'est ça qui est formidable. Et j'ai la chance aussi d'être administrateur par la suite des événements. On m'a à un moment demandé si je souhaitais être administrateur du fonds de dotation, ce que j'ai accepté volontiers, et c'est passionnant parce qu'on donne la chance à des jeunes de tout le pays, voire même au-delà. On a des partenariats avec certaines associations en Afrique du Sud, par exemple. On leur donne cette opportunité de développer leur passion pour le rugby en faisant des micro-dons sur certains projets. Ok. Donc, tu as l'air en tout cas passionné par ce que tu fais au quotidien et dans l'environnement dans lequel tu le fais en plus. Oui, parce que en fait, c'est ça qui est bien dans cette Coupe du Monde, c'est ce qui m'a motivé. C'est que d'abord, on est sur un environnement, ce qu'on disait tout à l'heure, de joie et de bonne humeur. On a des gens passionnés qui jouent, on a des gens passionnés qui viennent voir, et des gens passionnés dans les clubs qui, tous les jours, travaillent pour que ce sport évolue, pour que les jeunes s'amusent avec ce sport. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et la Coupe du Monde, c'est une réunion de nations. Je suis très étonné ces dernières semaines parce que quand tu prends le métro, alors je sais que tous les deux on prend souvent le vélo, voilà. C'est vrai, de cyclistes, oui. On a cette chance, cette joie de voir des tas de personnes venues de tas de coins dans le monde se parler entre eux, des Sud-Africains, discuter avec des Chiliens. Et ça, c'était ma motivation première de me dire, c'est un bel événement pour ça, c'est la réunion des peuples pour voilà. Et ça, c'est important de le rappeler dans des moments aussi troubles qu'on connaît aujourd'hui, avec les problèmes du Haut-Karabakh, les problèmes évidemment d'Israël aujourd'hui. C'est que c'est possible d'unir les nations. C'est un peu naïf de le dire comme ça, mais c'est fondamental. J'ai trouvé aussi que c'était un beau projet pour la France. Ça m'a motivé parce que cette Coupe du Monde, c'est la 10e Coupe du Monde, c'est les 200 ans du rugby, et c'est une
chance, une opportunité pour la France énorme parce que c'est parmi les 5 premiers événements sportifs mondiaux avec les JO, le Tour de France, on va dire le Super Bowl. Alors j'aime toujours citer la Coupe du monde de cricket parce qu'elle est assez inattendue, mais elle regroupe le continent indien et donc tout de suite on est sur un suivi d'1,5 milliard. Oui, forcément, oui, et du coup c'est pour la France des retombées touristiques énormes. On attend grosso modo 400-500 000 visiteurs. On a déjà à date aujourd'hui plus d'1,5 million de spectateurs stade. D'accord. Ça va générer à la fois de la richesse, des emplois, et pour le pays c'est quelque chose d'assez formidable. Et puis je t'en prie. Pardon. Justement, là, tu nous as quand même bien expliqué pourquoi tu étais dès le début motivé en fait par ce projet-là, et puis on sent une passion et une vraie importance de ces valeurs-là que du coup ça véhicule, très positive, et de réunion des nations, et c'est extrêmement important surtout dans ce contexte-là. C'est le rugby, la générosité du rugby aussi, hein, c'est un sport de... Voilà. Et malgré tout, j'ai une question qui me vient, c'est que on avait déjà parlé, il me semble, mais dans un autre podcast, le Legal Club Sandwich, j'ai interviewé en fait Romain Walmot, qui est directeur juridique des JO 2024, et Marie Jourdain, qui gère On Location sur la partie hospitality. Et justement, était venu dans la conversation un sujet justement, c'est en fait les JO par exemple, et c'est pareil pour la Coupe du monde de rugby, c'est pour un temps donné, c'est-à-dire que ton poste, ton projet, dans quelques temps, quelques mois, mais ça va s'arrêter, parce que la Coupe du Monde va s'arrêter dans peu de temps. Alors, là où on enregistre ce podcast, on est le 9 octobre, donc on ne sait pas encore l'issue de la Coupe du Monde, et il y a encore plein de choses qui vont se passer. Mais dès le départ, tu savais que ça allait se terminer à un moment donné. Malgré cette passion, cette envie de participer à ce grand projet, ça n'a pas été à un moment donné une question de se dire, dans quelques temps, je vais devoir partir de ce projet-là, parce que dans tous les cas, la Coupe du Monde va s'arrêter. Alors, grâce à cette passion, ça n'a pas été une question. D'accord. Grâce à l'ampleur du projet et la beauté du projet, justement, ça a été une motivation, bien sûr. Et puis, c'est vrai que la complexité du projet aussi était motivante. C'est-à-dire qu'on est sur il y a l'ampleur, la taille du projet, mais il y a aussi la complexité des structures, comme on l'a dit, avec un mélange GIP, GIE, droit privé, droit public, du droit à 360 degrés. Et ça, c'est vrai que c'était une des motivations. Après la fin de la compétition, alors moi, je suis pas, t'as des personnes qui vivent dans ce milieu, qui sont dans l'événementiel sportif et qui vont de compétition en compétition. Ce n'est pas mon cas. Ceci étant, comme on l'a vu en introduction, c'est vrai que mon parcours professionnel, c'est un parcours de mission en fait. C'est ça qui m'a toujours animé, de me dire écoute, t'as 4 ans pour délivrer quelque chose, pour faire pour arriver à une réforme, pour arriver à un parcours juridique propre pour la Coupe du monde. Donc vas-y, et puis après on verra la suite. Voilà, c'est pas un frein en tout cas. Au contraire, c'est de se dire que voilà, tu as tant d'années pour réussir la mission, et à toi de te débrouiller avec. Et c'est vrai que c'est un challenge. C'est comme sauter en parachute, j'imagine. Il faut à un moment y aller et puis voir ce que ça donne. Donc c'est marrant. Et à quelques semaines de la fin de la Coupe du Monde, est-ce que ça valait le coup, en tout cas à ce stade-là, au 9 octobre? Alors au 9 octobre, on a fini donc les phases de poule, et on commence les phases finales. Donc un mois de compétition derrière nous, un mois devant nous, qui avec moins de matchs, mais des enjeux tout aussi forts. Oui, ça valait le coup. Alors, je pourrais pas refaire le podcast dans la fin de la Coupe du Monde, mais en tout cas, les semaines encore vont être riches, j'imagine, en émotions et en travail aussi. Oui, c'est Alors, il y a eu beaucoup de travail fait en amont, ce qui fait que aujourd'hui la charge de travail est conséquente, mais est égale. Et ça, j'en suis content. Et les équipes avec moi ont fait un formidable travail depuis 2 ans pour que ça se passe bien pendant la compétition au niveau juridique. Si c'était à refaire, on le referait avec des satisfactions. C'est d'abord les satisfactions techniques, des résultats juridiques, des tangibles. On
On parlait de protection des droits des partenaires. On voit finalement qu'aujourd'hui il y a peu de cas d'embauche organisés, voire pas. Ça, c'est une réflexion en amont justement avec le juridique, le marketing, se demander comment faire pour que les choses se passent au mieux possible. On a essayé de pousser au mieux le sujet des marchés publics avec très très peu de contentieux. Aujourd'hui, on a un seul contentieux sur les 150 marchés publics et les je sais pas combien de candidats qui ont postulé à ces marchés. On a tiré l'exercice aussi jusqu'au bout, puisqu'on a essayé d'apporter de la valeur ajoutée en termes de réflexion, de rédaction d'articles, de travail sur la doctrine elle-même, quand des sujets nouveaux ou problématiques faisaient jour, et ce qui est passionnant, c'est que pour les juristes, dans des cas comme ça, dans des organisations comme ça, on a forcément de nouveaux sujets qui apparaissent. Je vais pas barber les auditeurs, mais c'est vrai que se poser la question de la novation d'un contrat de partenariat en marché public parce que on y introduit de ce qu'on appelle des value in kind, c'est-à-dire des contreparties en matériel outre le numéraire des sponsors, ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc techniquement, ça valait le coup. Et surtout, humainement, c'est quelque chose aussi de passionnant. Alors c'est passionnant parce que, alors pour l'anecdote, on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais sans doute pu rencontrer par ailleurs. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler, d'avoir une réunion de travail avec Jean Dujardin sur les sujets de la cérémonie d'ouverture. C'est super. C'est quelqu'un de très humain, de très ouvert. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec Jean-Pierre Rive. Alors, pour les amateurs de rugby, c'est une légende, c'est casque d'or. Et moi, quand j'étais gamin, c'était un rugbyman qui me faisait rêver tout autant que Blanco, qui est de la génération d'après. Donc ça, c'est super. Et puis, plus quotidiennement, ça a été une super aventure humaine avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu travailler, toutes les équipes de l'événementiel sportif, le GIE, les services aux équipes, la direction administrative et financière, ça a été quelque chose de formidable. Et puis aussi avec mon équipe, qui est une petite équipe resserrée. T'as combien de personnes avec toi? Alors on est 3. Ça a été le fruit alors il y a le fruit de l'histoire du GIP qui a été parfois heureuse, parfois plus délicate à gérer, et on a décidé de rester à 3. Je pense qu'on aurait pu être 10 facilement. Une petite task force avec un entraînement de haute intensité, 2 jeunes femmes spécialisées à la fois en protection des droits et en marché public. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est formidable aussi parce que je crois que la moyenne d'âge du GIP, on est à une 30aine d'années. D'accord. Je suis un des vieux du GIP. Et ça, c'est une très belle leçon de vie, de voir qu'il y a des jeunes qui ont envie de travailler, qui sont motivés par ce qu'ils font. Et puis, en termes de management aussi, c'est passionnant parce que, un jeune de 25 ans aujourd'hui travaille pas forcément comme quelqu'un de 48 ans. Il faut savoir s'adapter. Et ça, c'était un beau défi. Ok. Et ben, en tout cas, les semaines nous diront si c'est encore plus positif que ce que tu nous dis. Déjà plein de passion et d'enthousiasme, en tout cas, te concernant. Comme tu le disais, c'est très intéressant. Tous tes postes, en tout cas une grande partie de tes postes, ont été vraiment des missions. Pour le coup, est-ce que dans celle-ci, cette mission-là très particulière de travailler pour la Coupe du Monde de rugby 2023, est-ce que tu t'es senti un peu entrepreneur dans cette aventure ? Oui. Merci. Oui, alors comme tu l'as rappelé, entrepreneur, je pense que je l'ai été parce que j'ai eu plein de types de projets professionnels où il faut se dire je remets le compteur à zéro et je repars sur quelque chose de nouveau. Je l'ai été aussi avec mon cabinet d'avocat parce que on l'oublie souvent, mais un cabinet c'est une entreprise avec tout ce que ça comporte de plaisir et mais aussi de complexité, quelle que soit la légèreté de la structure. Tu peux être à 2, à 3, à 300, ça reste une entreprise. Et pendant la Coupe du Monde, pour le comité d'organisation, j'ai eu en effet cette sensation d'être entrepreneur, à la fois parce que on fonctionne un petit peu comme un petit cabinet au sein de la structure, en fait, où on délivre des conseils en droit. On oriente, bien évidemment,
travaille avec d'autres, on ne travaille pas tout seul, hein, à la fois en prestataire externe, hein, cabinet d'avocats. Compte tenu de la taille de notre structure, il était important et nécessaire de fonctionner avec des cabinets d'avocats, et puis aussi en conseil interne auprès des différentes directions. Et entrepreneur, on l'est parce que ce que j'aime bien souvent dire, c'est qu'on est des artisans du droit en fait. Et j'aime bien faire ce métier comme ça, c'est-à-dire de pouvoir garder la main sur ce que je fais, pour pouvoir continuer à écrire, à rédiger du contrat, même si je délègue. Hein. Je pense que ça reste un métier de savoir-faire. D'ailleurs, le mot entrepreneur, c'est ça au départ. C'est celui qui maîtrise son outil, qui maîtrise la façon dont il travaille de ses mains. Et ça a été très intéressant. Et c'est l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui doit manager son équipe pour arriver à en tirer le meilleur. Un management horizontal, comme on l'a dit, qui était pas forcément spontané pour moi. Je suis d'une génération, on est plus sur quelque chose de pyramidal, mais qui, compte tenu de la confiance qu'on avait avec l'équipe, je salue Marie et Flore d'ailleurs, j'en profite, est venu naturellement pour moi, de se dire on se fait confiance, on est des collègues, pas forcément un rapport hiérarchique, directeur à collaborateur. Et ça, c'est quelque chose de très agréable aussi à vivre. D'accord. Donc, un entrepreneur, pour toi aussi, dans l'absolu, c'est quelqu'un du coup qui manage, qui a un vrai savoir-faire. Est-ce qu'il y a une autre définition dans l'absolu d'être entrepreneur, ou pour toi, c'est déjà pas mal d'avoir ces qualités-là? Alors, c'est déjà beaucoup. Oui. L'entrepreneur, je pense que d'abord, il a la capacité à se remettre en cause, à faire sa propre révolution, se dire qu'est-ce que je sais faire, comment mieux le faire, et après avoir le courage de le déployer. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, je suis un très très petit entrepreneur, mais je suis toujours fasciné des personnes, et pas forcément des startups, hein. On parle souvent des startups en ce moment, mais toutes les personnes qui ont le courage de monter une entreprise, avec une idée, avec un savoir-faire original, propre, qui se disent je sais faire quelque chose et je peux déployer ce quelque chose au service des autres. Belle définition. Il faut, je pense aussi, avoir une capacité à, une vision, ce qu'on dit maintenant holistique des choses, c'est-à-dire d'arriver à regarder tout autour de soi et de se dire, un entrepreneur, peut pas y arriver s'il est tout seul. Il doit avoir la confiance, il doit savoir faire confiance, et il doit aussi prouver aux autres qu'il est digne de confiance. Et donc s'entourer de savoir-faire, s'entourer de personnes qui savent mieux faire quelque chose que lui sur certains domaines. Et enfin, je pense que la troisième caractéristique, c'est d'être patient et d'apprécier le côté incrémental de son métier, incrémental du montage, c'est-à-dire que je me pose les pierres les unes après les autres pour arriver à la fin à pouvoir constater la qualité de l'édifice. Et ça, c'est quelque chose c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir cette patience, et c'est aussi la beauté de ce métier d'entrepreneur. On voit que c'est plus qu'un métier, c'est je pense un état d'esprit. En effet, ça revient d'ailleurs très souvent. C'est dans d'autres personnes que j'ai pu interviewer, vous venez de divers parfois très très différents, mais à ce côté, ne pas être tout seul, faire confiance et être digne de confiance. Mais c'est vrai que là, tu l'as exprimé de manière différente, donc très intéressant. Et ça montre aussi qu'on peut être entrepreneur, même si on n'est pas en effet le fondateur d'une start-up. Pour le coup, on peut être entrepreneur différemment, dans différentes structures. Et ça, c'est aussi tout l'intérêt de ce podcast aussi, c'est de pouvoir interviewer des personnes qui sont entrepreneurs, même en étant salarié parfois. Alors c'est pas tout à fait pareil, on est salarié en effet, mais en tout cas, on peut avoir un état d'esprit, ce que tu dis très justement, d'entrepreneur dans plein de structures différentes. Et c'est pour ça qu'on adore recevoir à l'entrepreneur du droit justement des personnes d'univers différents. Toujours du droit, mais en tout cas d'univers différents. Je pense que c'est important de pouvoir mettre ces parcours en valeur, qui sont parfois très atypiques, mais qui ont une caractéristique commune de se dire
je me satisfais pas forcément de ce que je fais, de ce que je suis. J'essaye d'aller au-delà avec les autres. Ça me laisse sans voix, du coup. Je ne sais plus quoi dire. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir parce que je reçois à chaque fois des gens passionnés tous passionnés. C'est aussi pour ça que je vous demande de venir à l'entrepreneur du droit. En tout cas, c'est toujours extrêmement inspirant. Et je me sers de cette petite phrase d'inspiration, justement, pour savoir si toi, de ton côté, tu as des choses qui te motivent, qui t'inspirent, des gens, des choses, qui t'inspirent au quotidien ou qui t'ont inspiré par le passé. Comme on l'a vu, je pense que j'y serais pas allé cette Coupe du Monde s'il n'y a pas des choses qui faisaient sens. Et c'est vrai que tout au long de c'est bientôt ces 4 ans d'organisation, je me suis retrouvé sur certains sujets qui peuvent paraître très techniques au départ, mais qui font que le matin, je me dis que ça mérite de le faire. Par exemple, le respect de la loi AGEC. Le respect de la loi AGEC, c'est les bouteilles plastiques. On a essayé d'appliquer au maximum la loi AGEC sur cet événement-là, alors que d'habitude il y a un torrent de bouteilles plastiques qui sont utilisées parfois pour rien. C'est l'introduction des critères RSE dans la notation des marchés. On a plus de 85% des marchés qui ont des critères RSE à plus de 10%. Alors là, c'est les spécialistes qui s'y retrouveront, mais c'est quelque chose d'assez significatif. Et puis voilà, c'est aujourd'hui de se dire j'ai fait mes 12 000 kilomètres de vélo pour aller au boulot pendant cette Coupe du Monde, et il y a une cohérence à ça qui fait que je peux rentrer et dire à mes enfants que je fais quelque chose d'intéressant à la fois pour le boulot en lui-même, mais aussi pour les autres et pour la planète. C'est vrai que j'y prends goût à cette idée que l'ensemble fasse sens. C'est un combat porté par des générations plus jeunes que la mienne, mais c'est quelque chose de très agréable que les différents paramètres rentrent en cohérence en fait. Ça, je sais pas si c'est une inspiration, mais c'est important. Et puis l'inspiration, c'est d'essayer de faire bien son travail au quotidien. En me posant cette question, tu vois, je revois mon prof de droit civil il y a quelques années qui s'appelle François Terré, qui est un membre de l'Institut, qui est un grand civiliste et qui connaissait par cœur et qui doit connaître encore par cœur le code civil, et qui est monté sur la table pour nous réciter le code civil en nous disant c'est aussi beau que Stendhal. Et c'est vrai que c'est l'épure de la langue française, et c'est quelque chose de très agréable à travailler, et qui rentre dans cette idée de se dire on est des artisans du droit, et un artisan du droit, c'est aussi quelqu'un qui doit faire constamment attention au maniement de la langue française. Ok. Et du coup, là, on parlait de personnes très passionnées, donc François Terré. Est-ce que tu as un mentor, justement, ou tu as eu des mentors par le passé qui t'ont aidé ? Je pense que j'ai passé l'âge d'avoir des mentors. C'est toujours difficile, délicat, le mentor. C'est un film le dernier film de Peter Sellers, comme ça, qui s'appelle Chance le jardinier. C'est assez confidentiel comme film, où tu as un jardinier en fait qui devient le conseiller du président des États-Unis. Alors, c'est à la double tranchant. D'abord, on voit qu'on peut tous être le mentor de quelqu'un, et en même temps c'est dangereux d'avoir un gourou. Non, plus la signification de ce film, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un mentor, c'est que on a plein de mentors du quotidien tous les jours en fait. Et j'essaye moi de tous les jours, en discutant avec les personnes qui m'entourent, de prendre inspiration auprès d'eux en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le travail aujourd'hui. On voit il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, qui restent 3-4 jours chez eux. Moi, ce que je trouve bien, ce que je dis à mes collègues, c'est que on se rencontre et vous êtes tous les jours une source d'inspiration pour moi. C'est ça qui est un gros plus dans le présentiel, comme on dit maintenant. C'est vrai, ça je partage totalement. Du coup, autour de ce sujet qui, en effet, moi qui suis dans le recrutement, c'est devenu une partie vraiment intégrante de mon métier, pour le coup, de parler de télétravail. Mais il y a tout ce qui se cache derrière aussi, l'intégration à l'équipe, comment on travaille ensemble, comment on évolue ensemble et comment on... c'est une aventure humaine, et on s'amuse bien aussi ensemble. Hein. C'est assez important, et on partage parfois des peines, on partage des joies, et ça, je trouve que c'est plus sympa physiquement qu'en réalité virtuelle. Voilà. Ça, c'est bien vrai. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à un fiscaliste ou un juriste qui débute ? Un conseil qu'on aurait peut-être pu te donner ou que tu aurais aimé qu'on te donne aussi ? Alors, je pense que la première chose, c'est de rester curieux. Il faut s'amuser
tout. Il faut apprendre. Il faut s'amuser à continuer à apprendre. Le jour où t'as plus envie d'apprendre, tu peux faire autre chose, je pense. Et s'amuser à être curieux, ça aide à travailler sa technique juridique, sa technique fiscale. Maintenir un niveau de langue française. C'est important. Alors, je sais, moi, j'ai eu ce travers, en commençant chez Francis Lefebvre, on m'a refaire 15 fois les mêmes consultations. C'était exigeant, mais ça m'a beaucoup appris et je pense que ça reste le cœur du métier. Aujourd'hui, on parle de chat GPT. Oui, c'est ça. Merci. Voilà, ça n'égalera jamais la façon dont vous allez pouvoir travailler votre consultation, votre conseil, votre note, la manière dont vous allez pouvoir l'écrire en bon français pour que le raisonnement se construise autour de cette qualité d'expression. Et puis, une fois que vous aurez cette maîtrise technique, ça va commencer à être amusant parce que vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir vous déployer et vous allez pouvoir faire autre chose que le cœur du métier que vous aurez maîtrisé. Et ça demande un petit peu de temps, parfois plus de temps pour certains que pour d'autres. Moi, je pense que ça a mis du temps, mais c'est vrai que maintenant, j'ajoute ma personnalité à ce que je peux écrire, à la manière dont je peux le traduire auprès des équipes opérationnelles qui ont besoin de mon conseil. Et ça, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, être curieux, continuer à s'amuser à apprendre, maîtriser sa technique pour pouvoir être soi-même à la fin. Merci François. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Alors, n'ayez pas peur. Non, ça c'est par rapport au mentor, mais je pense que bon, il faut être confiant. Ouais, c'est vrai que ne pas avoir peur d'oser l'aventure professionnelle, même si elle n'est pas aussi conventionnelle que chez certains que chez d'autres. C'est pas grave, chacun sa voie. Et puis voilà. Sinon, bonne Coupe du Monde, ça peut être aussi un dernier mot sympa. Merci beaucoup François. Merci Audrey. Eh bien, écoute, on a hâte aussi de savoir ce que les prochaines semaines vont nous réserver du coup au sein de la Coupe du Monde. On va suivre ça, François, encore plus bien sûr, puisque tu es dedans. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Est-ce que l'expérience podcast t'a plu ? Est-ce que tu connaissais la radio, tu m'as dit, mais pas le podcast ? Pas de podcast, mais c'est très intéressant, très enrichissant et surtout grâce à toi, Audrey. Merci de ces questions qui invitent à l'introspection. C'est bien. Eh ben, un grand merci François. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.